Toujours avec Antonin André et Victor Hérault. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les liens supposés entre certains partis et des réseaux islamistes lancés par les Républicains a convoqué Jean-Luc Mélenchon le 2 décembre. Manifestement, il avait piscine, Jean-Luc Mélenchon. Il n'a reçu aucune convocation d'après son entourage. Mais enfin, Raphaël Steinville, vous avez peut-être des informations, mon cher Antonin André. Raphaël Steinville nous disait tout à l'heure qu'il avait eu, je ne sais plus qui à l'Assemblée nationale, mais qui lui disait qu'il avait bien reçu cette convocation, Jean-Luc Mélenchon. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Avec Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, on est dans un grand théâtre. Donc, il y a toujours un peu de dramaturgie. Se présentera-t-il devant cette commission d'enquête? Est-ce qu'il a le choix? Alors, en principe, devant une commission d'enquête, vous devez vous rendre. Vous n'avez pas le choix. Vous devez répondre à une commission d'enquête parlementaire, éventuellement par visio, en prétextant de ne pas pouvoir vous déplacer. C'est ce qu'avaient fait un certain nombre d'interlocuteurs devant d'autres commissions d'enquête. Mais ce serait intéressant de l'entendre Jean-Luc Mélenchon. Alors après, je vous dirais que le dossier à charge, à mon avis, est assez fourni. Mais on aurait tort de penser que Jean-Luc Mélenchon puisse se faire piéger dans une telle commission d'enquête, parce que c'est un bretteur et un rhéteur tellement habile que probablement il serait capable même de retourner cette commission d'enquête à son avantage. Mais c'est sûr que c'est un sujet sur lequel on a hâte d'entendre les insoumis en particulier, qui depuis plusieurs années maintenant sont clairement sur un positionnement extrêmement clientéliste, extrêmement complaisant avec l'islam et l'islamisme en particulier, et qui nécessite effectivement qu'il y ait une forme de mise à jour, j'allais vous dire, publique, de transparence, pour que l'on puisse éventuellement, que les citoyens puissent éventuellement sortir de cette espèce de posture qui est matinée de bons sentiments, d'universalisme, qui n'en est pas du tout aujourd'hui. Victor Hérault, vous en attendez quelque chose, vous, de cette commission? Je suis assez d'accord avec Antonin. Je pense que Jean-Luc Mélenchon ne se laissera pas prendre les pieds dans le tapis sur ce coup-là. J'en suis aussi certain. En revanche, je serai très exigeant vis-à-vis de ceux qui vont mener cette commission d'enquête. Parce que c'est une occasion unique, très importante. Il s'agirait de ne pas louper l'occasion, comment dire, de mener à bien cette commission d'enquête. Le fait de jouer sur les mots entre islam, islamisme, entre tout un tas de choses qui pourraient porter préjudice ou mettre en doute les conclusions de cette commission d'enquête, il faudrait éviter tout cela. Donc il faudrait vraiment bien bosser le sujet. Il faudrait vraiment évidemment se douter que Jean-Luc Mélenchon sera malin et éminemment politique, comme on sait qu'il l'est, et savoir, lui poser des questions qui lui éviteront de tourner autour du pot, de botter en touche, de renvoyer la balle à celui qui pose la question, parce qu'il s'agit là quand même, dans une époque où on n'arrête pas de parler d'arc républicain et de partis qui sont sortis de l'arc républicain, là il s'agit quand même de voir s'il y a un entrisme islamique au sein même des partis politiques qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Je veux dire, c'est un sujet qui est éminemment grave. Donc si la commission d'enquête n'arrive pas à aboutir à quelque chose parce que les questions ont été mal posées ou l'entretien mal mené, franchement, là j'en voudrais énormément à ceux qui l'ont conduit. Mais à quoi doit-on s'attendre en termes d'issue? Il n'y a pas vraiment d'issue, à part une forme de transparence, vous le disiez, Antonin. Si vous avez des faits... Il n'y a pas de sanction. Il peut y avoir des faits délictueux ou des faits qui tombent sous le coup de la justice qui peuvent être mis au jour, et à ce moment-là, le procureur de la République peut s'en saisir, et ça peut déboucher sur des enquêtes. Ça n'est pas nécessairement... rappelez-vous de l'affaire Benalla, la commission d'enquête du Sénat avait fait un boulot assez remarquable, et s'en était suivi ensuite des procédures judiciaires qui avaient abouti. Donc, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Victor, j'aurais été davantage rassuré si c'était le Sénat qui avait tenu cette commission d'enquête, parce que les commissions d'enquête du Sénat sont d'expérience beaucoup plus rigoureuses, extrêmement redoutables, aussi dépassionnées, parce que c'est un cadre dans lequel l'esclandre et les effets de manche ont moins prise. Peut-être ça aurait été une assurance supplémentaire que ce soit le Sénat qui s'en charge. Bon, les députés vont le faire, je souscris à ce que dit Victor. Espérons qu'ils fassent leur travail de façon rigoureuse, parce que l'enjeu est assez important. Je voulais vous faire réagir aussi à ces derniers développements à Marseille. On se souvient qu'il y a une semaine, 6000 personnes se sont rassemblées pour dire non au narcotrafic, et en la mémoire de Mehdi Kessassi, le frère d'un militant anti-narcotrafic assassiné à Marseille. Et aujourd'hui, la découverte du corps carbonisé d'un adolescent de 15 ans dans les quartiers nord. Alors, j'en ai parlé dans la rédaction, on me dit bah oui, mais malheureusement c'est banal.
Ah oui, on s'est habitué. Mais alors non, mais On s'est 15 ans, habitué. c'est pas Il y a eu- possible en Il y a fait. eu 24 morts en 2024 de règlement de compte à Marseille. Cette année, les autorités 16 publiques. nous dit l'AFP Alors, depuis le oui, début de l'année. de Mais... septembre, ce 16, je crois que c'était un chiffre de septembre. Ouais. Les autorités J'ai vu publiques ne tiennent aujourd'hui. pas de façon précise, sans doute à dessein, le décompte de ces morts. Non, mais déjà qu'il y a un doute, vous vous rendez compte, on c'est... s'y habitue, on ne s'y habitue pas. Ce qui est sûr, c'est que face au narcotrafic, malheureusement, la mobilisation de manifestations, l'émotion légitime des familles n'est d'aucune prise. La seule réponse, et je ne suis pas un partisan à tout craint de la répression et de l'ordre répressif. Néanmoins, je ne vois pas d'autre réponse que d'avoir des réponses d'ampleur. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en la matière. Ouais, et dites, La volonté surtout. de Gérald Darmanin ne peut pas être mise en doute, ni d'ailleurs de celle des ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, mais je pense qu'il faut qu'on mette encore des moyens supplémentaires et que la répression soit plus sévère, notamment par des coopérations internationales, notamment par la saisie et la capacité à saisir les avoirs financiers et à paralyser financièrement Oui. ces organisations qui sont aujourd'hui aussi puissantes que des États. Et malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons que des signes du fait que notre front recule, puisque aujourd'hui, vous avez des villes moyennes, des villes dans des régions rurales qui sont gangrénées par le narcotrafic. Tout ça est assez alarmant. Et l'âge, Antonin parce que là, il y a 15 jours, c'était un enfant de 12 ans qui a été blessé grièvement. Il a 15 ans quand même. Ça, Ah oui, mais que c'était voulez-vous, pas le cas avant quand même, Victor Hérault. J'ai envie de vous Ce sont dire, des enfants. toute la classe politique, dans son unanimité, dit je vais trouver un remède, on va trouver le bon remède. Moi je veux bien, mais avant le remède, c'est le diagnostic qu'il faut faire. La classe politique n'est pas du tout au niveau sur le diagnostic. On n'arrête pas de répéter qu'il y a un problème dans les quartiers de Marseille, comme dans d'autres villes d'ailleurs. Problème de pauvreté, c'est vrai. Problème probablement d'éducation, d'abandon des parents, etc. C'est vrai aussi. Problème de l'immigration absolument jamais évoqué. Jamais. Jamais. La DZ Mafia, DZ, c'est Zaïre, c'est l'Algérie. Le clan Yoda, c'est le Maroc. Le clan des Blacks, c'est les Comores. Vous vous souvenez que le rapporteur du projet de loi qui était avec nous, vous lui avez posé la question, il ne savait pas ce qu'était la DZ. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Quand le rapporteur de la loi narcotrafic ne sait pas que DZ veut dire Algérie, la DZ Mafia, c'est pas anecdotique, c'est simple, c'est le premier groupe de narcotrafic de France. C'est celui qui a chassé le clan Yoda et le clan des Blacks, puisque c'est des groupes qui se font la guerre entre eux pour les guerres de territoire. Ce soir-là. C'est quand même choquant. Par aveuglement, par peur d'employer des mots qui pourraient choquer, c'est le cas d'ailleurs du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui dit « Je refuse de faire le lien entre l'immigration et l'insécurité ou le narcotrafic ». Et qui, dans le même temps, dans un entretien pour Valeurs Actuelles, n'exclut pas non plus, en tous les cas dit que l'État fait tout pour qu'on n'arrive pas... C'est pas le seul, vous avez vu Complément d'enquête. Alors ça, ne me lancez pas là-dessus, parce que ça, c'est une supercherie incroyable, mais qui se repose sur une seule étude de 4 exemples, enfin bref. Bon. Mais Laurent Nunez lui-même, dans un entretien pour Valeurs Actuelles, explique que l'État fait tout pour ne pas aller vers un scénario de la mocro-mafia, c'est-à-dire la mafia marocaine aux Pays-Bas, mafia qui a pris un pouvoir, enfin si vous voulez, c'est c'est ce qui va nous arriver dans 10 ans si on ne fait rien. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir de pression sur la presse, sur la police, sur les magistrats et sur les politiques qui est ahurissant. Là, c'est la vraie mafia. Si on ne fait rien, mais si on ne fait pas donc le bon diagnostic en amont, on n'arrivera jamais à régler cette question-là. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il faille taper sur le consommateur, ou alors de l'autre côté qu'on dise qu'il faille légaliser, etc. Tant qu'on ne voit pas le sujet migratoire qui est au milieu de tout cela, quand on ne voit pas que ces groupes de narcotrafiquants et de toute cette population se rattachent davantage à des pays étrangers et dont les têtes sont d'ailleurs dans des pays étrangers, souvent dans des paradis fiscaux, on n'ira jamais les chercher parce qu'il n'y a eu aucune coopération avec la France, on ne réglera pas le problème. Rappelez-vous la mafia corse dans les années de la French Connection, la mafia corse et marseillaise, elle était extrêmement puissante également et ça n'avait pas grand-chose à voir avec sa nationalité. Et les Corses trouvaient refuge en Afrique la plupart du temps, c'est vrai. Donc de la même façon, c'est davantage peut-être vers des États qui sont trop complaisants qu'il faut effectivement se tourner et qu'il faut faire collaborer. Le fait est que de toute façon, vous l'avez dit, il y a certains pays aujourd'hui où des ministres sont mis sous protection policière, y compris les ministres de la Justice et de l'Intérieur. C'est dire à quel point ce problème est aujourd'hui un problème majeur dont la mesure n'est pas prise. On est forcé de le constater. Déjà, dans le diagnostic. Moi, je m'inquiète pour les candidats au municipal à Marseille. Franchement, je me dis, on n'est pas là. Si ça se trouve, il peut y avoir un drame. Il peut y avoir, si ce n'est un drame, en tout cas, une influence et la volonté de peser de ces narcos. Vous avez vu déjà, ils attendaient 100 000 personnes la semaine dernière dans la rue. Il y en a eu 6 000. Voilà. Beaucoup pensent qu'il y avait de la peur. La peur a gagné. Oui. Une peur de s'afficher. D'ailleurs, on a vite compris,
l'État avait compris que l'assassinat de Mehdi Kessassi n'était pas une alerte lancée ou une menace envoyée à Amin Kessassi, mais plutôt directement à l'État, à Gérald Darmanin, à Laurent Nunez et au candidat au municipal de Marseille en disant ne vous mêlez pas de nos affaires, laissez-nous faire. Et d'ailleurs, on entre vraiment dans une histoire de narco-État lorsque, si vous voulez, il y a la carotte et le bâton, c'est-à-dire lorsque les narco-groupes non seulement assassinent si jamais on va trop loin sur leur territoire, mais en plus de l'autre côté établissent un nouvel ordre social en arrosant les familles, on avait vu à la rentrée scolaire, en offrant des aides, etc. C'est le principe je d'une mafia. parlais des gens dans le sud-est, à Toulon, qui me disaient mais il y a du racket, des commerçants, et bon, bon an, mal an, on accepte parce que... Non, mais vraiment. C'est la mafia. Et que ça fonctionne comme ça, et il y a une paix sociale, il faut la paix. D'une part, et puis ensuite, le risque, c'est qu'une partie de la population n'aille pas non voir la police ou la justice française, mais aille voir directement les narcotrafiquants, la mafia, le nouvel ordre social, rendre justice. Protégez-moi, s'il vous plaît. C'est le parrain. Mais alors, mon cher Antonin, je vous arrête parce qu'on a reçu l'un des plus grands spécialistes de cette question du narcotrafic, un commissaire, Jean-François Garot, qui a écrit un livre là, chez Fayard, et qui m'expliquait qu'il n'y avait pas de mafia en France. Là, on est dans un système mafieux. Mais attendez, il a écrit un bouquin de 500 pages, il est quand même spécialiste de la question, et il me dit non, on n'est pas dans le difficulté à faire le diagnostic, probablement que ce monsieur devrait aussi mais ce monsieur m'expliquait que déjà la première qualité de la mafia, si on peut dire qualité caractéristique de la mafia, c'est la discrétion. Oui. Ce sont des vous regardez le film de Francis Ford Coppola, ça commence sur un grand mariage avec force, musique, musiciens, et on vient tous voir le parrain lui baiser la bague pour régler les problèmes. Ils sont tous fusillés dans la rue. Et puis il y a des codes d'honneur dans la mafia, ce qui semble pas être le cas. Mais on peut l'appeler comme on veut, si vous voulez. Peut-être que l'appellation mafia ne convient qu'aux Siciliens et aux Italiens, mais c'est la réalité que ça recouvre. Oui, je cherche même mon annonce parce que je l'ai rangé avant l'heure et je me suis en train de me faire engueuler par Esteban. Dans un instant, le journal de Maël Laurent, suivi de la météo. Non, mais merci Antonin, mais mon annonce, je ne l'ai plus. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec Stéphanie Dumuru pour ces 2 heures d'actualité.